Bienvenue sur Scan Training pour ce tout nouveau podcast où on a le plaisir d'accueillir Paul Mathieu, aka Le Doc, très présent sur les réseaux sociaux et connu dans le Fit Game pour un épisode spécial FAQ sur le cœur où je vais vraiment me mettre dans le rôle de l'apprenant pour en savoir plus sur le sujet et pouvoir avoir vraiment des conseils à appliquer à la muscu. J'espère en tout cas que ça va vous plaire et je vous souhaite un bon visionnage. Ok, donc on est avec le doc. Donc merci beaucoup à toi, en tout cas, d'être présent sur ce podcast. Ça fait très plaisir. Est-ce que tu vas bien? Ça va très bien, merci. Alors, c'est ce que je te disais en off. Là, j'enchaîne 2 nuits d'astreinte qui ont été un peu compliquées. Donc, si jamais il y a des moments où je suis en train de phaser un petit peu, Il n'y a soit pas tu de me souci. comprends au montage, soit veuillez m'excuser d'avance. Il n'y a pas de Mais sinon, problème, on ça va comprend très très bien. bien. Nickel, nickel. Donc pour aujourd'hui, vous l'avez vu dans l'intro de cet épisode, on va parler du cœur, du muscle cardiaque. Du coup, Paul Mathieu, tu es cardiologue, donc Ouais. on va vraiment essayer de profiter de tes connaissances, de ce que tu peux nous apporter un petit peu sur le sujet. Donc bien évidemment, le but c'est pas de faire un cours précis, un cours sur les bancs de l'école, mais je vais vraiment essayer de te poser du coup les questions que j'ai reçues en story. Donc en tout cas, on va démarrer directement avec la première question. Elle concerne un peu la définition du cœur. Alors, on ne me l'a pas posé comme ça, mais on m'a dit en gros, qu'est-ce qu'il faut savoir sur 2-3 premières phrases lorsqu'on présente le cœur. Donc, sur Internet, j'ai fait mes petites recherches aussi. On voit que c'est l'élément moteur de la circulation du sang. Donc, sans cœur, bien sûr, il n'y a pas de vie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, avec tes mots, plutôt nous définir un petit peu ce que c'est que le Ouais, bien cœur au sûr. final? Le cœur, du coup, c'est une pompe. C'est ce qu'on dit aux étudiants, hein. Le cœur est une pompe qui permet donc d'éjecter le sang et du coup d'assurer, comme tu l'as dit, le débit, ce qu'on appelle le débit cardiaque, qui permet de faire circuler le sang au niveau des organes. Et le but, c'est d'apporter du sang oxygéné, qui contient donc de l'oxygène, des nutriments aux différents organes, le cerveau, le foie, les reins, les muscles, pour justement que toutes les cellules fonctionnent, puisque les cellules nécessitent de l'énergie. Pour créer de l'énergie, elles ont besoin de nutriments, glucides, lipides, protéines éventuellement, et de l'oxygène. Alors, il y a les différentes filières, on ne va pas commencer à rentrer là-dedans, mais en tout cas, il faut de l'oxygène parce que rapidement, si on n'a plus d'oxygène, on meurt très vite. Ensuite, il y a le retour veineux, et ce retour veineux, ça contient du sang désoxygéné qui revient jusqu'au cœur. Et ensuite, le cœur va pouvoir, en faisant repasser le sang dans les poumons, c'est pour ça qu'on distingue cœur droit, qui a le sang désoxygéné, qui va ensuite faire transiter par les poumons pour réoxygéner le sang, arriver au niveau du cœur gauche, donc avec du sang oxygéné, et le cœur gauche éjecte à nouveau aux organes. Et puis en permanence, on a ce cycle de sang oxygéné, retour veineux, sang désoxygéné, réoxygénation. Mais tout ça, bien évidemment, c'est schématique. Le cœur gauche et le cœur droit sont collés, c'est juste qu'il y a différentes cavités. Et puis, ils fonctionnent en même temps. Il y a toujours du sang désoxygéné à droite, toujours du sang oxygéné à gauche, et puis les deux se contractent et envoient le sang. Donc voilà en gros ce que c'est le cœur, pour le résumer, j'espère, simplement. D'accord. C'est super bien expliqué. Je pense pas qu'on pouvait espérer mieux. Donc, merci à toi pour cette bonne réponse. Donc, en fait, vous l'aurez compris, c'est très complexe. On va pas pouvoir non plus aborder tous les sujets possibles sur la question dans ce podcast. Mais bien évidemment, le but, du coup, c'est vraiment d'avoir un peu plus d'infos précises. Parce qu'en fait, souvent, on dit, souvent même, enfin, nous, on est vraiment dans la muscu, tu vois, on parle du cardio, etc. Mais c'est des fois un petit peu abstrait. On a l'impression simplement que le cœur a un rythme cardiaque et c'est tout. Mais bien sûr, ça va bien au-delà de tout ça. Et du coup, c'était très, très intéressant, cette petite explication. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup donc, de fréquence cardiaque, de rythme cardiaque. Du coup, ça rejoint un petit peu donc, la question qu'on nous a posée. Est-ce qu'il y a un rythme cardiaque idéal, un rythme cardiaque optimal? Est-ce que ça dépend de chacun? Si on parle par exemple de la fréquence cardiaque max, souvent on parle du chiffre 220 moins l'âge. On sait que c'est plus ou moins vrai. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, Oui, s'il te bien plaît? sûr. Alors là, il y a plusieurs choses dans ta question. Donc la fréquence cardiaque, c'est le nombre de fois où le cœur va se contracter. En général, c'est par minute. Et en moyenne, on va dire, si on prend une fourchette assez large, au repos, les gens vont être entre 60 et 80. Et c'est important de préciser au repos parce que la fréquence cardiaque, elle varie en permanence avec l'activité physique, avec le stress, avec l'endormissement. Parce que le cœur, c'est une pompe, c'est mécanique, mais on va dire que comme n'importe quelle pompe, il reçoit de l'électricité, ce qui lui permet de fonctionner. Cette électricité, Ok. c'est un muscle qui est particulier, puisque à l'intérieur, je n'ai pas détaillé, parce que encore une fois, c'est un podcast Bien format sûr. court,
mais il contient en plus du muscle des cellules électriques qui vont générer en gros 60 fois par minute, 80 fois par minute un potentiel électrique qui va se propager sur l'ensemble du cœur et qui va en fait faire la contraction de façon synchrone, c'est-à-dire synchronisée entre toutes les cellules musculaires pour que ce soit efficace. Ces cellules électriques, elles sont, on va dire, commandées à la fois, donc il y a une régulation propre, c'est-à-dire si on coupe un cœur et qu'on l'isole et qu'on le met dans une boîte avec un peu d'oxygène pour qu'il survive, on peut arriver à le faire se contracter, il a sa fréquence propre, mais il est aussi commandé par notamment le système nerveux autonome, tout ce qui va être système sympathique, qui est le système du stress, le système parasympathique, qui est le système en gros du repos, quand tu as bien mangé, quand tu dors, ton organisme est ralenti. Et il y a d'autres choses, notamment des hormones, enfin pas mal de choses qui peuvent agir dessus. Donc à partir de là, la fréquence cardiaque varie en permanence et dès que tu vas t'activer, dès que tu vas avoir une émotion, sous l'effet d'hormones, du système nerveux, la fréquence va varier. D'accord. Ce qui est important, ça c'est pour la définition classique de la fréquence. La fréquence cardiaque de repos, elle est variable. Il y a des normes, il y a des fourchettes, mais effectivement, si tu prends 2 personnes, en général, la fréquence est différente. Il y a des gens qui auront spontanément un cœur lent, d'autres qui auront un cœur qui va être plus rapide. On a tous on va dire, une génétique de fréquence cardiaque. C'est-à-dire qu'à la naissance, il y en a, ils n'auront jamais fait de sport de leur vie. Ils vont avoir 55 par minute, 60 par minute. D'autres, inversement, ils seront plus rapides, 80, 85, 90. Donc, on va dire qu'il y a une base génétique. À partir de là, ça peut se moduler sous l'effet, encore une fois, des différents systèmes, de l'entraînement chez les sportifs, de certains médicaments qui peuvent ralentir, accélérer le cœur, des excitants, des choses qui vont agir dessus. Donc, la fréquence cardiaque de repos peut varier avec une temporalité, par exemple, selon les jours. Il y a des jours où tu auras moins bien dormi, tu seras plus fatigué, du coup, ton cœur sera un peu plus rapide. Des jours où tu seras mieux reposé, tu seras un peu plus lent. Enfin, il y a des choses comme ça qui peuvent faire varier au jour le jour pour une même personne. Ça peut varier au fil du temps sur le plus long terme, notamment si tu prends quelqu'un, tu l'entraînes, tu lui fais faire beaucoup d'endurance. On dit que les sportifs d'endurance ont un cœur qui est en général plus lent, ce qui se vérifie quand les gens s'entraînent régulièrement, c'est des adaptations. C'était une question après, donc c'est parfait. Ok, là, on va l'aborder hyper vite, mais du coup, voilà, le cœur peut se ralentir. Donc, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent faire varier. Il n'y a pas de fréquence cardiaque au repos idéale. Ça va vraiment dépendre, mais globalement, on va dire que plus ton cœur est lent, alors dans les limites de la normale, bien évidemment, mais en général, mieux c'est. Parce que les gens qui ont déjà une fréquence cardiaque au repos qui est un peu plus rapide, souvent, elle va s'accélérer encore un peu plus vite. Les gens, parfois, vont plus vite se sentir essoufflés, vont avoir l'impression que leur cœur va plus vite. C'est souvent le signe qu'ils font pas de sport. Il n'y a pas de règles précises, mais globalement, voilà, plus tu es sur le côté lent et en général, mieux c'est, même si tu peux tout à fait être à 70 par minute et être en bonne santé. Moi, de base, je suis plutôt rapide. Avec le sport, j'ai ralenti un petit peu, mais je reste à 70 par minute. C'est pas hyper lent. J'espère que ça veut dire que je vais mourir rapidement. Mais voilà, idéalement, si je pouvais ralentir de 10 points encore, ce serait mieux parce que ce serait plus confortable, meilleure adaptation, etc. Ensuite, deuxième chose à comprendre, important, c'est que la fréquence cardiaque, c'est un élément qui varie pour réguler le débit cardiaque. Le débit cardiaque, c'est-à-dire la quantité de sang que tu éjectes par minute. Au repos, si on schématise, tu es à en gros 5 litres par minute. Pareil, variable. C'est ça le volume d'éjection systolique, c'est cette notion-là ou c'est encore... Non, le volume d'éjection systolique, c'est à chaque battement. Voilà, le volume d'éjection systolique, c'est à chaque systole, c'est-à-dire à chaque contraction. C'est un peu plus bas, c'est de l'ordre de, je sais pas, on va dire, allez, 60, 100 millilitres. Ça dépend, pareil, des gens. Et le débit, c'est le volume d'éjection systolique multiplié par le nombre de fois où il se contracte par minute. Donc, si on schématise, il se contracte 50 fois par minute, 100 millilitres à chaque éjection, tu es à 5 litres par minute. Ça, c'est ton débit cardiaque de repos. Et le débit cardiaque, il est très régulé, tout simplement pour la quantité de sang, la quantité de nutriments, mais surtout la quantité d'oxygène pour apporter aux différents organes. Quand tu es au repos, c'est constant. Si maintenant tu fais un effort physique, que tu as besoin de plus d'oxygène, typiquement tu démarres une course, tes muscles consomment de l'oxygène. Donc, tu as besoin de plus d'oxygène, donc plus de sang. Donc, comment est-ce que tu adaptes ton débit cardiaque? La seule façon pour le faire rapidement, c'est ta fréquence cardiaque. Globalement, si tu multiplies le volume d'éjection systolique, on va considérer, alors c'est pas totalement vrai, il peut varier quand tu es sous l'effet des hormones, adrénaline, stress, etc. Ton volume d'éjection systolique augmente. Le cœur se contracte plus fort, il éjecte plus,
mais l'adaptation, elle est assez faible. Elle existe, mais elle est faible. Par contre, la fréquence cardiaque, schématiquement, si ton volume d'éjection systolique reste constant, bah, si tu multiplies ta fréquence cardiaque par 2, tu multiplies ton débit par 2. C'est mathématique. Bien sûr. Donc, tu peux arriver à apporter 2 fois plus d'oxygène aux muscles. En sachant Ok. que du coup, si tu démarres de 50 par minute, bah, tu peux aller jusqu'à ta fréquence maximale. Si tu es jeune, on va dire en gros 200 par minute, si tu as 20 ans à peu près. Et on va répondre Ouais. à ta question juste après sur la fréquence max. 220 mois, Donc, ouais. tu peux, voilà, juste par l'effet de la fréquence cardiaque, tu peux multiplier ton débit de repos x 4. Donc, 4 Très fois plus bien. d'oxygène. Donc, c'est déjà une grosse adaptation. Maintenant, ta question fréquence max théorique, tu m'as dit il y a une formule 220 moins l'âge, c'est vrai, mais c'est une formule théorique. En gros, cette formule, elle dit quoi? Elle dit que c'est la fréquence cardiaque maximale que peut atteindre ton cœur. C'est-à-dire sous l'effet de toutes les stimulations que tu peux. Je vais juste faire une petite parenthèse, hors trouble du rythme. Dans certains Hmm. troubles du rythme, le cœur peut aller beaucoup plus vite, mais il ne passe pas par les voies de conduction normales. Là, on D'accord, parle ouais. de contraction normale, on va dire, quand tu fais un effort, quand tu fais un Suite à un stress. test d'effort ou un van Exactement. eval, un luc léger pour ceux qui ont fait STAPS Ouais, ou passer un BPGEPS. Ok. c'est ça. C'est dans des conditions physiologiques. Donc, dans des conditions physiologiques, on a tous une fréquence cardiaque maximale. Ton cœur ne pourra pas aller au-dessus. Alors, pareil, un jour, elle sera à 200, le lendemain à 201, mais globalement, il y a une fréquence que tu ne peux pas dépasser et elle est Ok. relativement constante. Cette fréquence max, déjà, c'est une question que je reçois très souvent. C'est la première chose, c'est que les gens me disent est-ce que si je dépasse ma fréquence cardiaque maximale, est-ce que c'est dangereux ou pas? Est-ce que je peux mourir? Est-ce que mon cœur peut s'arrêter? Ben, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par définition, ton cœur ne peut pas dépasser cette fréquence maximale. Donc en fait, il ne faut pas Ouais. s'inquiéter. Ouais. Il ne peut pas aller au-delà puisque la fréquence est maximale. Et si un jour tu arrives à gagner un battement, ben, Oui, c'est qu'en fait, voilà. avant, tu C'est n'étais pas pas parce à que ton maximum. c'est pas parce Donc, qu'elle est à 201 qu'on va mourir tout de suite, quoi. non, et puis surtout, c'est physiologique. Donc, en fait, ton cœur, bah, quand tu es à 200, c'est juste que tu es en train de faire un effort maximal, un stress maximal. Donc, en fait, bah, ton cœur ne peut pas aller plus vite. Mais il n'y a pas de raison, il ne va pas s'arrêter parce que tu le pousses à son maximum. Là, c'est juste pour la petite parenthèse. En fait, le fait que ton cœur batte au maximum, c'est juste que c'est un reflet en fait de ton effort pour parler du sport, parce qu'avec une émotion, tu n'atteins pas ta fréquence maximale, c'est impossible. À Enfin, moins même si d'avoir un coup de foudre ou. non, Non, voilà, mais ouais, mais tu vois, ton cœur va plus vite, mais pour atteindre la fréquence maximale, pour faire beaucoup de tests d'effort, il faut quand même bien stimuler. Et bien encore, sûr. c'est même pas sur un sprint, tu vois, il faut y aller par palier sur en gros au moins 5 minutes parce que tu peux pas sur un effort hyper intense atteindre le maximum. Tu peux monter haut, mais tu peux pas atteindre le max du max. Ok. Donc, ça, c'est ta fréquence maximale. Donc voilà, déjà, il ne faut pas s'inquiéter dans le sens où quand tu l'atteins, c'est que tu es en train de faire un effort. Et si tu atteins ta fréquence max, c'est que l'effort est maximal. Ça veut dire Hmm. que On n'ira rapidement, pas au-delà. et puis surtout, tu vas t'épuiser rapidement. Donc en fait, tu vas te réguler tout seul parce que tu vas arrêter, si tu cours, tu vas arrêter de courir, tu vas te mettre sur le côté en boule parce que Bien sûr. tu vas être essoufflé. Donc en On fait, tu peux sera, on pas. sera sur un effort max. Ouais, exactement. Donc le truc ne va pas durer très longtemps. Donc il ne faut pas s'inquiéter de ça. Et Maintenant, justement, ouais, excuse-moi, je me permets de te bien couper. sûr, On bien a sûr. une petite question aussi qui me fait vraiment penser à ça. Je ne sais pas si c'était une question très sérieuse au début, mais c'était en gros, est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'échec musculaire avec le cœur? Est-ce Ouais, que est-ce que dit comme ouais, ça ouais, fait je vois très sens bien. Non, ou mais est-ce que, la question, j'y réponds juste après, du coup. bien sûr, Juste pour rester sur la fréquence maximale. La fréquence maximale, maintenant, la question que je reçois souvent, enfin, tout le monde globalement la pose, c'est une question qui est légitime, c'est de dire, tu as parlé tout à l'heure de la formule pour la calculer, 220 moins l'âge. Pourquoi moins l'âge? Parce que globalement, plus ton cœur vieillit, plus les voies de conduction et la fréquence de ta pile, en gros, ton générateur électrique, il ralentit et plus ton cœur il va ne plus pouvoir atteindre une fréquence élevée. Quand tu es jeune, ton cœur il bat très vite et puis rapidement il décroît. Ça, c'est une formule théorique. C'est important de dire théorique parce que les gens ils calculent avec cette formule leur fréquence maxi, sauf que en gros les variations c'est 10 à 15% de plus ou de moins. Ça veut dire que d'accord. par exemple, admettons, tu as 20 ans, c'est le cas le plus simple, ta fréquence maxi théorique est à 200 par minute. Mais il y a des gens qui vont être à plus 10%, 220, et des gens Mhm. qui vont être à moins 10%. Donc ça fait 180. Donc tu vois, il y a des gens, ils ne pourront pas aller à 200. Tu auras beau les stimuler au maximum, ils ne monteront pas. Et tu en as Oui, d'autres, eh ben, ils vont être à 200, mais il leur restera encore pas mal de réserves dans l'effort.
Puis comme tu Donc, disais, ça dépend de la génétique, des facteurs, si ouais, la personne est entraînée. ouais. Deux personnes de 20 ans, c'est comme deux personnes de 80 kilos, forcément, en fonction de la composition corporelle et tout, on ne peut pas vraiment les comparer. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, et comme tu l'as très bien dit. Ouais, globalement, tu as d'autres facteurs, notamment surtout la génétique. Tu as des gens, comme je t'ai dit, c'est un peu plus rapide de base. Ça, c'est les propriétés conductives, les propriétés électriques de ton cœur. Et ça, globalement, autant tu peux le ralentir, mais en fait, sur le maximum, tu peux rarement aller au-delà. En tout cas, à ma connaissance, peut-être que c'est quelque chose que j'ignore, mais Ouais, non, je mais pense que ça c'est paraît logique principalement aussi. génétique. Du coup, mais c'est vrai que du coup, la question est légitime parce que tu as des gens qui calculent leur fréquence cardiaque théorique. Ils vont dire, voilà, c'est 200, et puis ils vont faire un effort, et puis ils vont monter à 200, 201, 202. Oh là, 202. Mince, je suis dans le rouge, j'ai dépassé ma fréquence Allô, cardiaque Doc, c'est normal ou maximale. pas? Est-ce que mon cœur va s'arrêter? Tu vois? Et en fait, c'est juste qu'ils ne sont pas à leur maximum. Donc, c'est faut les rassurer. En fait, ça veut juste dire qu'en fait, votre fréquence cardiaque maximale, du coup, elle est plus élevée. Donc, Oui, en fait, on est voilà. peut-être dans les 10% au-dessus, en fait. Ouais. Non, mais c'est-à-dire que tu as schématiquement une personne sur deux qui est au-dessus, une personne sur deux qui est au-dessous. Enfin, tu vois, Bien sûr. c'est. Des moyennes, Alors ouais. voilà, le plus 10%, c'est la gaussienne. Tu as très peu de monde qui a plus 10, mais globalement, tu as quand même pas mal de gens qui sont à plus 2, plus 3%. Donc, ils vont la dépasser de façon pas exceptionnelle. Et je peux comprendre que ça les inquiète. Mais du coup, non, rassurez-vous, en fait, c'est juste que vous n'êtes pas à votre vraie fréquence cardiaque maximale. Donc les formules, ça reste des formules. Si vous voulez connaître votre fréquence cardiaque maximale, il y a plein de paramètres. Et d'ailleurs, petite parenthèse, pour les sportifs que ça intéresse, vous pouvez justement calculer tout ça, calculer votre fréquence maximale, calculer vos seuils. Je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps d'en parler trop sur ce format Ouais, court, ouais, mais ouais, ouais. voilà, c'est aérobie, anaérobie. Alors en muscu, c'est pas trop important, mais pour les gens qui font des sports d'endurance, de cardio, qui programment leur programme de course à pied pour le marathon ou autre, ou même du C'est semi, essentiel. Ouais. c'est voilà, essentiel. Le seuil Et pareil, lactique, ouais. exactement. Et tu as des formules, mais tu as aussi une façon de la calculer de façon précise avec des tests d'effort, des mesures de la VO2. Donc, pour ceux que ça intéresse, pour les sportifs, il y a moyen de le faire. Il faut aller chez un cardiologue qui pratique ces tests. Pour le coup, j'en fais. Alors, ce n'est pas du tout de la pub ou autre, mais ça permet de déterminer précisément fréquence maxi, seuil anaérobie, seuil aérobie, et avec les données, de planifier ton entraînement de façon hyper précise. Bien sûr. Et en Et plus, ça fait rien aussi ne un vaut le terrain au kilomètre. final. De Rien quoi, ne vaut pardon? le terrain. Rien ne vaut le fait de tester sur le terrain plutôt que de calculer. C'est comme le métabolisme. Bien Il vaut sûr. mieux justement tester une diète avec un certain total calorique, voir un petit peu comment ça évolue avec une certaine activité. Et de là, on ajuste plutôt que de se dire c'est obligatoirement ça parce que MyFitnessPal m'a dit ça ou quoi que ce soit. Non, mais c'est sûr. De toute façon, tout ce que tu retrouves, les formules, par définition, c'est des approximations. Donc, rien ne vaut les mesures. C'est comme, moi, ça me fait toujours rire en muscu, les gens qui, tu sais, des formules pour calculer ton max. Tu fais 10 reps à 100 kg développé couché, donc ton max théorique, il est à, je ne sais plus les formules parce que ça fait tellement longtemps que j'ai En oublié. moyenne, si tu as 10 à 100 couchés, c'est à C'est peu près 130. 130 en max, donc c'est Ouais. 1,3. Ouais, c'est ça. Donc c'est quelque chose comme ça. Mais tu as des gens, tu vois, si la personne n'a jamais fait un maxi, son système nerveux, il n'est pas efficient. Donc Bien son sûr. max ne sera jamais 130. Et ça me fait toujours marrer les gens qui te sortent mon max c'est temps, ils l'ont jamais testé. Ils te disent oui, mais selon le calculateur, ouais, mais mon gars, je te garantis Bien que si sûr. tu n'as jamais fait de force, tu n'as jamais fait de maxi, si tu te fous sous une barre à 130, ça va te faire tout bizarre. Ouais, c'est Donc, normal. Et tu as des tables voilà. qui montent même jusqu'à 20, 25 répétitions. Et là, on est beaucoup moins sur le facteur nerveux. Et il y a plein de Ah choses qui oui. rentrent en compte, Et, l'endurance musculaire, et- et- etc., la bien sûr. dégradation technique. Et là, je suis d'accord. Ouais, Et puis c'est beaucoup même, plus ouais, et précis. puis l'habitude, le type de fibre, tu as des gens qui vont être, tu vois, neurologistes, je sais plus, enfin, il y avait pas mal de Bien coachs sûr. qui Les parlaient de ça, neurotypes, ouais, ouais. neurologically efficient. En gros, tu as des mecs qui peuvent faire 100 kilos une rep et ils vont faire très peu de reps à 80%, alors que d'autres, ils vont en mettre plein de reps à 80%, mais du Exactement. coup, proportionnellement, leur max sera moins élevé. Donc, on est tous différents là-dessus. Donc, bien sûr, rien ne vaut le terrain, rien ne vaut le fait de tester. Et donc, pour Ouais. le cœur, c'est pareil, il y a plein de paramètres qu'on peut calculer. Donc, vous pouvez vous rapprocher. Alors, ça peut être soit un cardiologue. Il y a aussi des centres qui calculent la VO2. Du coup, c'est pas des tests d'effort à proprement parler, mais ils peuvent calculer Ok. les seuils sans. Voilà, ça c'est pas médical, mais du coup, c'est tout aussi valable si les tests sont bien faits. Mais du coup, Bien. voilà, sachez que pour les sportifs, ça existe et trop peu de personnes, je pense, le savent. Donc, du coup, vous pouvez avoir tous ces paramètres de façon fiable. Voilà, voilà. Et Tu donc, fais très bien d'en parler. Donc, si vous êtes voilà. intéressé, même mettez-le en commentaire. Si jamais il y a vraiment des questions, je pourrais les poser au doc et il vous répondra avec plaisir. Ouais. Donc voilà. Et pour ceux qui veulent, du coup, vous pouvez Exactement. vous rapprocher encore une fois de gens qui le font près de chez vous. Voilà. Yes.
Super. Donc, du coup, ça, c'était ta question sur la fréquence max théorique. Ensuite, il y a une question que j'ai reportée, donc je vais y Ouais. répondre. C'était Avec l'échec musculaire, c'est ça? exactement Ok. l'échec musculaire du cœur. L'autre variante, c'est la crampe au cœur, parce que très souvent, ça me fait Ouais. rire. J'entendais dans C'est les, vrai, ouais. podcasts, c'était Fred de la Vie, je crois qu'il disait souvent ça. Il disait, ouais, quand tu as une crampe au cœur, c'est différent. Sauf qu'en fait, c'est pas tout à fait pareil. Une crampe en physiologie, on va repartir dans les bases de la physio. Les cellules musculaires, c'est des cellules excitables, donc qui vont dépendre de l'électricité. Et il y a un potentiel d'action. Alors là, je suis très mauvais pour le mimer, mais globalement, ça veut dire que quand elles reçoivent une stimulation électrique, si la stimulation est suffisante, le potentiel d'action va en gros s'activer, le muscle va se contracter. Et ensuite s'ensuit la phase justement de dépolarisation-contraction, repolarisation-mise au repos. Et dans ces cellules musculaires, du coup, effectivement, il n'y a pas de ce qu'on appelle une période réfractaire. Ça veut dire que le muscle est stimulable. Tu prends ton biceps, ton muscle est stimulable tant que tu vas lui envoyer le courant suffisant. Donc, tant que tu contractes, tu vois, ton biceps, il reste contracté. Tu peux, et c'est sûr que sous certains facteurs, tu as fait une grosse séance ou autre, si tu contractes à mort, tu peux vite te choper une crampe par des mécanismes neurologiques auto-entretenus où, en gros, ton activation, elle devient un peu incontrôlable et du coup, ton muscle crampe. Là, tu ne peux plus rien faire, il reste contracté parce que justement, il ne veut plus se repolariser et se décontracter. Et du coup, les gens assimilent ça, ils se disent la crampe du cœur, ton cœur, il reste coincé en Et tout contraction. serré, ouais. Et du coup, tu meurs. Sauf que, et puis, petite parenthèse, c'est que du coup, on a dit le muscle, c'est excitable, ça veut dire que c'est comme ça que marche l'électrostimulation. Si vous mettez des patchs, des capteurs ou autre, votre muscle, il va spontanément se contracter sans que vous lui envoyiez vous-même avec la contraction de l'influx électrique. Le cœur, les cellules musculaires cardiaques, les cardiomyocytes, c'est des cellules musculaires particulières qui ont justement une période réfractaire. Ça veut dire qu'une fois qu'elles se sont dépolarisées, contractées, il y a une période où tu ne peux plus les stimuler. C'est-à-dire qu'en fait, quoi que tu fasses, même si tu renvoies du courant, en fait, tu ne peux pas les faire se recontracter. Et donc, ce sont des cellules musculaires qui ne peuvent pas avoir de crampes. Impossible. Donc, l'image du cœur qui se contracte et qui reste contracté en crampe, c'est un non-sens physiologique. Dans la tête, ouais. Exactement. Mais par contre, ce qui peut arriver au cœur, ce sont des troubles du rythme, et notamment tout ce qu'on va appeler la fibrillation ventriculaire, les tachycardies ventriculaires, qui en fait sont des troubles du rythme graves qui vont conduire au tracé anarchique et à ce qu'on appelle l'asystolie au final, c'est-à-dire l'absence de systole, c'est-à-dire l'absence de contraction. Mais c'est pas une crampe, c'est plutôt l'inverse d'une crampe. C'est en fait, tu as une activité anarchique qui n'aboutit à aucune contraction efficace. Chaque cellule, tu vois, se contracte un petit peu, mais du coup, tu n'as plus aucune activité de pompe. Parce que pour que ça pompe, il faut que tout le monde soit synchrone. Et puis la systolie, c'est absence d'activité électrique, tracé plat, et du coup, plus de contraction. Donc du coup, c'est en fait tout l'inverse d'une crampe. C'est au contraire l'absence de contraction. Mais donc voilà, parce que du coup, dans l'image des gens, tu vois, le mec qui s'effondre sur le terrain, c'est une crampe du cœur. C'est en plus renforcé parce qu'il y a les douleurs dans la poitrine qui sont les crises cardiaques. Ce qui est encore autre chose, c'est la douleur dans la poitrine et du coup, tu as mal et du coup, ensuite, tu t'effondres. Donc, c'est sûr que le raccourci de se dire il a eu une crampe au cœur et il s'est effondré, il est rapide, mais physiologiquement, il est totalement inexact. Voilà. D'accord, ouais. Ok. Eh ben, c'est une très bonne précision parce que tu vois, j'étais un peu ignorant aussi sur ce sujet et ça me fait plaisir en tout cas de en pouvoir vrai, avoir ces c'est infos. normal. C'est normal, tu vois, c'est du détail physiologique, c'est pas quelque chose qui est abordé, je pense, en pratique courante. Et puis les explications un peu de broscience, entre guillemets, sans aucun jugement, elles Discussion de sont comptoir, convaincantes. on en entend beaucoup. Hein. Ouais, c'est ça. Et je vais même dire mieux que ça, c'est qu'au final, la finalité, elle est juste. Tu vois, c'est que quand tu as une crampe au cœur, en fait, crampe au cœur, le synonyme, c'est le trouble du rythme grave, tu t'effondres, tu meurs. Tu vois, enfin, c'est pas le mécanisme est pas bon, mais au final, tu sais, c'est comme l'empirisme. Après, il n'y avait pas la gravité, mais les pommes, elles tombaient quand même, et puis tu pouvais pas non plus voler, même si on savait pas qu'il y avait la gravité. Ouais. Donc l'empirisme, c'est quand même un truc qu'il faut pas négliger. Je vais pas faire de tacle aux polémiques qu'on entend actuellement, mais il y a quand même des choses qui se vérifient. Pas toutes, bien sûr, c'est pour ça que la science est là, mais il y en a qui se vérifient. Exactement. C'est un très bon point. Et du coup, ça nous fait basculer sur une troisième question qui est donc liée à tout ce que tu as donc évoqué.
Donc, elle concerne donc les cœurs qui sont entraînés, donc les cœurs de sportifs. Donc, tu nous as dit que si on s'entraînait, on allait avoir un cœur un peu plus lent. Bien sûr, si de base on avait un cœur un petit peu rapide en termes de fréquence cardiaque au repos, il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il descende à 30 ou à 40. Mais en tout cas, tu nous as dit donc que le cœur battait moins fort à mesure qu'on avait de bonnes capacités cardio. Du coup, est-ce qu'il y a aussi cette notion d'économie, donc pour rejoindre un petit peu cette notion de volume d'éjection systolique, est-ce que le cœur va envoyer plus de sang si jamais il est très entraîné? Est-ce que, vu qu'il y a moins de battements, tu vois, ça se compense par plus de sang envoyé à chaque contraction? Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. C'était une question assez complexe. J'ai discuté avec la personne qui m'a posé la question et en tout cas, c'est ce que j'ai compris et c'est ce qu'elle m'a expliqué. Si par exemple on a un cœur qui a 50 battements par minute, qu'on s'entraîne, qu'on baisse à 40, du coup, est-ce que vu qu'on est à 40, le cœur envoie plus de sang à chaque contraction plutôt qu'à 50 pour compenser un petit peu le fait qu'il y ait moins de contractions? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Bah, c'est logique. La question est très logique. En pratique, tu as dit le cœur entraîné bat moins fort. Alors, c'est plutôt bat moins vite. En Ouais, termes de force, je me justement, suis... c'est différent. Exactement. Euh, En gros, ce qu'il faut retenir pour répondre à ta question, c'est que le principal paramètre qui va être régulé, c'est pas la fréquence cardiaque. Virtuellement, on s'en fiche un petit peu, tu vois, Ok. 50, 30, pareil. Le volume d'éjection systolique, c'est pas qu'on s'en fiche, mais le paramètre important, c'est le débit cardiaque, c'est-à-dire la quantité d'oxygène, de sang qui arrive au niveau des tissus, au Ce niveau que tu du disais avant, cerveau, ouais. pour perfuser l'organisme. Parce qu'à partir du moment où tu n'es plus perfusé, bah, ça se passe pas bien. Tu vois, les organes, ils souffrent et en gros, tu meurs assez rapidement. Donc, c'est ce Ok. paramètre-là qui est primordial. Tu vois, c'est ça la variable d'objectif. Et ensuite, tout le reste va s'ajuster pour maintenir ce débit cardiaque. Donc, du coup, les différents paramètres, effectivement, comme on l'a vu, la formule du débit, c'est volume d'éjection systolique, donc ce que tu éjectes à chaque fois qu'il y a une contraction, multiplié par le nombre de contractions. Donc, globalement, si on résume, il y a la première adaptation du sportif, ça va être de remodeler son cœur, c'est-à-dire le cœur, c'est un muscle, schématiquement. C'est un muscle particulier. Je vais juste le dire, il y a deux composantes. En gros, alors ce qu'on considère comme le cœur, ce qui nous intéresse ici, c'est surtout le ventricule gauche. C'est celui qui éjecte le sang oxygéné à l'organisme. C'est le gros, c'est vraiment la partie, on va dire, primordiale de la pompe. C'est un muscle, mais c'est un peu comme un ballon de rugby. Tu vois, c'est un muscle avec à l'intérieur du liquide. C'est pas un muscle comme le biceps, où le biceps, c'est vraiment une force de tension pour tracter des segments, des os. Là, Ok. c'est une pompe dans le sens où c'est un muscle, mais qui est circulaire et qui va vider, qui va se contracter à la fois de façon, on va dire, radiale. Tu vois, il va se raccourcir sur lui-même. Il y a aussi une petite torsion aussi qui c'est un peu comme une serpillière côté éponge pour, alors c'est minime, mais c'est un peu comme ça pour vraiment être hyper efficace. Ok. C'est aussi longitudinal. Donc je peux pas le mimer avec mes mains, c'est impossible. Non, mais ça donne Mais, l'idée, ouais. mais voilà, donc il y a deux paramètres. Il y a premièrement l'épaisseur du muscle autour, c'est la masse musculaire véritablement, et il y a le volume de la cavité. Et tous ces paramètres vont être importants pour en fait l'hémodynamique cardiaque. En gros, quand on parle d'hypertrophie, c'est l'épaisseur du muscle, c'est le steak à proprement parler qui va Mhm. grossir, qui va s'épaissir. Euh, Ensuite, quand on parle de dilatation, c'est la cavité qui va s'élargir, mais la dilatation pure ne préjuge pas de l'épaisseur du muscle autour. Donc ça, c'est les D'accord. deux adaptations qui peuvent C'est à survenir. dissocier un peu, ouais. Ok. De quoi? C'est à dissocier en fait ces deux parties-là. Ces Ouais, deux. alors c'est en pratique pas totalement à dissocier, mais schématiquement, oui, tu peux être hypertrophié, pas dilaté, tu peux être dilaté, pas hypertrophié, et tu peux être dilaté et hypertrophié. Donc c'est deux choses qui sont détachées. Euh, D'accord. Chose importante, ces adaptations, elles sont toujours chroniques. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'adapter rapidement. Impossible. Ton cœur ne va pas se dilater rapidement. Enfin, tu vois, il faut des mois, on va dire, allez, semaines, minimum semaines, mois au mieux, et voire années, pour que ça s'adapte. Ok. À la fois en hypertrophie, en tout cas dans le positif. L'hypertrophie, si tu arrêtes le sport, bah, elle peut régresser en quelques semaines, mois. Mais tu vois, enfin voilà. Mais on va dire qu'une adaptation, c'est jamais rapide. Donc, ton cœur va se remodeler en fonction du sport que tu pratiques. Là, je ne parle même pas de maladie, je parle vraiment physiologique. En gros, quand est-ce qu'il se muscle? Il se muscle quand il a de la résistance.
Qu'est-ce qui fait de la résistance? C'est les efforts intensifs avec de la résistance à l'éjection. Typiquement, quand tu fais de l'haltéro, tu bloques, tu pousses, tu as une grosse pression thoracique, ta pression artérielle monte, Pression tu fais de la artérielle très forte. résistance aussi pour le cœur, voilà, donc il va s'hypertrophier un petit peu. Je ne vais pas détailler, mais en gros, Ok. c'est physiologique. Naturellement, de façon, on va dire, pas intensive, c'est sûr que tu prends un athlète qui s'entraîne 15 heures, 20 heures d'haltéro par semaine, mais on va dire que sans maladie, naturellement, et dans des proportions, on va dire, saines, toutes les adaptations sont physiologiques. Donc ton cœur s'épaissit, il a de la résistance, donc il est hypertrophique. Mais hypertrophique dans la limite, et je le précise, dans la limite du physiologique. Voilà. Ensuite, la dilatation, c'est l'augmentation de la cavité. Cette augmentation de la cavité, elle est passive. C'est-à-dire que l'hypertrophie, c'est actif. Tu vois, il faut de la résistance. Ton muscle ne grossit jamais s'il n'a pas de stimulation, quoi qu'il se passe. La dilatation, c'est passif. La dilatation, c'est plus tu vas foutre du sang dans le cœur et plus il va, tu vas se laisser distendre progressivement, un peu comme un ballon que tu remplis. Donc la dilatation, c'est pas un mécanisme actif, c'est un mécanisme passif. Donc, comment tu dilates? En gros, quand tu augmentes ton débit cardiaque, quand tu augmentes l'arrivée de sang dans ton cœur de façon prolongée. Et donc, comment tu fais ça? En ayant une fréquence cardiaque élevée, un retour veineux augmenté, tu vois, un débit cardiaque supérieur pendant une période prolongée de temps. Donc, typiquement, ça va être l'endurance. Tu vois, tu n'es pas maximal, mais tu es quand même à une bonne fréquence pour que ton débit soit élevé pendant une période prolongée. Sortie longue, tu cours 1 heure et demie, voilà. Les gens qui me sortent, je fais un footing le dimanche, j'ai un cœur d'athlète, impossible. Pour avoir une adaptation significative, il faut, on considère, 7 heures d'entraînement par semaine. En gros, c'est 1 heure par jour avec une fréquence cardiaque. En gros, que tu sois au-delà du seuil aérobie, c'est-à-dire qu'en gros, tu transpires un petit peu, tu sois un minimum essoufflé et tu sois un effort un petit peu difficile. Si tu fais de la marche, tu peux marcher 7 heures par jour, j'exagère, mais allez, tu marches 3 heures par jour tous les jours, tu n'auras pas un quart d'athlète non plus. Si tu marches, bien sûr, normalement, que tu n'es pas essoufflé, c'est sûr que si tu fais de la marche rapide comme Johan Diniz, oui, tu vas avoir un cœur qui va être dilaté, mais parce que l'effort demandé est suffisant. Donc en gros, c'est, pour résumer, d'efforts d'intensité au moins modérés. Voilà. C'est au moins de la zone 3 si on se réfère un petit peu. Alors, les zones, pas trop à jour, mais oui, c'est en gros, t'es un minimum essoufflé, quoi. Tu vois, tu peux pas parler, chantonner. On n'est pas à une allure conversationnelle comme on dit souvent en course à pied. Ok. Alors, si conversationnel, tu peux y être à la limite, tu vois, genre les mecs un peu entraînés, ils peuvent un peu discuter entre eux, les pompiers, ils discutent entre eux, ils sont quand même. Mais tu vois, ça dépend un peu. Mais globalement, on va dire que c'est pas un effort que tu peux maintenir hyper longtemps. Enfin, c'est un effort quand même qui est épuisable. Tu ne tirais pas faire ta sortie pendant 8 heures, quoi. C'est pas possible. Même si tu pourrais. Donc voilà. Donc ça, c'est la dilatation. Donc la dilatation, c'est l'augmentation du volume. Pourquoi est-ce que je reviens à ça pour l'augmentation du débit? Plus ton cœur est dilaté, plus il a une grosse réserve, et plus la contraction, bon, je ne vais pas dire pourquoi, mais c'est des lois physiologiques, plus le cœur est étiré, plus il peut éjecter plus. Donc ça veut dire que globalement, du coup, tu augmentes ton volume de remplissage, et donc tu peux augmenter ton volume sans augmenter en gros la vidange du cœur. C'est-à-dire qu'à chaque contraction, si tu as un plus gros volume, mécaniquement, tu vas en éjecter un peu plus. Donc, si tu reviens à ta formule, débit égale volume d'éjection systolique fois la fréquence, si tu augmentes un petit peu ton volume d'éjection systolique à chaque fois, tu peux diminuer un peu ta fréquence. C'est pour ça que le cœur se ralentit. Pas que ça. En fait, il y a plein d'autres mécanismes qui ne sont pas totalement compris. Il y a aussi beaucoup d'adaptations neurologiques au niveau du système nerveux autonome, le tonus vagal, le remotage potentiellement, c'est des pistes actuelles au niveau des cellules électriques qui sont un peu différentes, mais conceptuellement, si ton cœur se ralentit, c'est des adaptations un peu sur le long terme pour s'économiser. D'accord. Donc, on en revient à l'économie. En tout cas, ok, d'accord. De toute façon, c'est là où on voit que de toute façon, le corps fonctionne en unité et tout est relié. Donc, effectivement, on entend bien qu'il n'y a pas une seule raison, mais en tout cas, tu en expliquais une, mais il y a d'autres facteurs encore. Ok, très très bien. Super intéressant. Et du coup, si j'ai bien compris, donc, il faut d'un côté avoir un cœur qui est quand même dilaté et d'un autre côté qui puisse s'hypertrophier un petit peu. Il faut un petit peu un mixte des deux ou plus l'un que l'autre? En fait, il n'y a pas de règle et j'ai juste corrigé un tout petit peu parce que c'est vrai que quand on parle en pratique de dilatation, ça peut être un peu péjoratif dans le sens où il ne faut pas chercher à avoir un cœur dilaté. Ça va simplement être le reflet de comment tu stimules ton cœur. C'est comme si tu vas à la salle de sport, en fait, ton muscle va grossir, c'est la conséquence. L'hypertrophie, il ne faut pas la rechercher.
en soi, ton cœur va s'adapter naturellement à ce que tu lui demandes. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il ne faut pas chercher la dilatation, il ne faut pas chercher l'hypertrophie du cœur. Ton cœur va s'adapter à ce que tu lui demandes. Il faut simplement faire ta pratique sportive et naturellement, ton cœur va s'adapter à ce que tu lui demandes en pratique et aux efforts que tu as besoin de lui faire. Tu vois, c'est le corps humain, il s'adapte à beaucoup de choses. Donc, si tu fais de la muscu, bah, il va s'adapter à ce que tu lui demandes. Mais si tu fais de la muscu uniquement et que tu vas jamais faire un peu d'endurance, ton cœur et ton corps, ils n'ont aucun besoin d'être endurant. Parce que la muscu, c'est des efforts courts et intenses, globalement. Bien sûr. Donc, ça veut dire que ton cœur n'a aucune raison de se dilater, donc il ne va pas se dilater. Est-ce que c'est mal? Fondamentalement, non. Tu vois, ça ne va pas t'empêcher de vivre. Mais la question, c'est quels sont tes objectifs, qu'est-ce que toi tu veux faire. C'est sûr que si tu veux être capable d'être un peu endurant quand même un minimum, il va falloir que tu fasses un petit peu de cardio pour améliorer ton souffle, pour améliorer tous tes paramètres d'endurance, pour effectivement remodeler le cœur un petit peu de ce que je pourrais appeler de la bonne façon, ça qui est hypertrophie, mais si tu le dilates un tout petit peu, et en pratique, attention, rappelez-vous que pour le dilater de façon significative, il faut quand même un sacré d'heures d'endurance. Donc, ce n'est pas ce mécanisme-là qui va jouer. C'est plus les adaptations musculaires, du système nerveux, toutes les adaptations, on va dire, périphériques, cardiaques aussi, parce qu'effectivement, ce n'est pas tellement sur la contraction, mais ça va être aussi sur la consommation d'oxygène, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais oui, tu vas bien sûr gagner du souffle, et donc si tu gagnes un peu de souffle, bah, tu seras un peu mieux quand tu montes des escaliers, tu seras un peu mieux pour récupérer entre les séries, ton cœur sera moins... Ça va au-delà de la muscu, là. Ouais. Exactement. Exactement. Maintenant, tu vois, il faut pas que les gens... C'est toujours la crainte que j'ai quand je vulgarise ce genre de données, c'est quand tu dis un cœur dilaté, c'est très souvent pathologique, maladie, etc. Alors oui, tu as la dilatation du cœur de sportif, mais qui est quand même... Tu vois, ça concerne des sportifs, il faut quand même faire un peu de haut niveau, quoi. Enfin, faut s'entraîner significativement. Donc, quand les gens me sortent, ouais, moi je veux un cœur hypertrophié, dilaté, non, faut pas chercher ça, c'est une adaptation. Mais c'est résumé, c'est conceptuel. Très peu de gens ont un cœur d'athlète, c'est très rare. Oui, et puis comme tu dis, en fait, on s'adapte plus lentement qu'on ne se désadapte. Donc évidemment, on ne peut pas par hasard avoir un cœur de sportif. Ça me semble un petit peu compliqué. Bien sûr, c'est comme en muscu. En général, quand tu fais de l'hypertrophie, tu perds de la force. Et quand tu fais de la force, tu perds du volume. Et puis on n'est pas musclé sans raison, on va dire. Exactement. Donc, c'est très dur en fait. C'est un peu j'aime bien l'image du polygone de toutes les capacités athlétiques. Quand tu es très très bon quelque part, souvent tu peux pas être excellent partout. Tu peux être bon partout, mais tu peux pas être excellent partout. Excellent au sens, bien sûr, tu as toujours des mecs qui vont être meilleurs que... voilà, il faut se spécifier. Bien sûr, il va être meilleur que tout le monde dans plein de... Mais c'est vrai que c'est pas le lot de tous. Et il y a toujours ce côté où, bien sûr, ça, c'est la notion de spécificité, où, effectivement, comme tu dis, soit on est moyen bon un peu partout, ou soit on choisit d'exceller dans un domaine, et c'est vrai que les autres sont délaissés. Et il y a aussi cette notion d'interférence, au final, tu vois. Notamment, on parle beaucoup des interférences entre l'endurance et la prise de muscle, où l'un ne va pas à 100% avec l'autre. Je pense qu'il y a plein d'explications que je ne connais pas, mais en tout cas, c'est très intéressant. Et c'est parfait, Doc, puisqu'en fait, il y avait cette question suivante qui était en fait, est-ce que si un sportif, on va dire, s'entraîne, est-ce que justement son cœur va grossir? Donc, tu nous as expliqué que justement, on allait avoir un cœur qui allait être un peu plus dilaté, mais il faut vraiment y aller. Ça met du temps, il faut s'entraîner fort. Et d'un autre côté, si on faisait plus des efforts type haltéro, type effort court et intense, comme on peut retrouver en muscu, il allait être un peu plus hypertrophié du coup. Et il y a encore une autre question qui est intéressante, c'est en fait, qu'est-ce qui se passe concrètement si un bodybuilder vraiment avec une très grosse masse musculaire n'a pas du tout un cœur qui est entraîné et donc n'a pas un cœur dilaté, entre guillemets, même si tu vois ce que je veux dire, mais est-ce qu'il y a vraiment des gros risques? Et de la même manière, on pourrait rejoindre un petit peu sur ça. Est-ce que si on pratique la muscu et qu'on fait zéro cardio, est-ce que du coup on est plus hypertrophié que dilaté? Est-ce que c'est un peu compliqué? Tu l'as dit non dans l'absolu, mais est-ce que d'un point de vue santé, on gagne à faire du cardio? Est-ce qu'on doit faire du cardio? Enfin, tu vois un petit peu tout ça. Alors, il y a plein de questions en une, je vais essayer de les prendre. Il y a plein de questions. Yes. Du coup, tu veux que je te redise la première? Non, t'inquiète, je vais essayer de me rappeler de toutes, parce qu'au final, elles sont toutes un peu liées sur le point central du cardio. J'en profite, je te bombarde de questions. De façon différente, et du coup, je pense qu'ensuite, ça conclura sur le timing qu'on s'était fixé. Pour un mec qui fait de la muscu,
déjà, l'hypertrophie, je vais quand même le redire, hein, j'insiste vraiment dessus, l'hypertrophie va être faible, sauf pour les gens qui font de la grosse haltéro, qui en font beaucoup, mais pour le pratiquant de muscu qui fait 3 séances par semaine, son cœur, je le maintiens, son cœur, il est normal, il est même pas hypertrophié, il est normal. Ok. Alors, bien sûr, c'est toujours pareil, tu sais, tu as des gens, leur cœur, il va s'adapter plus vite, d'autres non. C'est comme, tu as des gens, ils vont à la salle 2 fois dans la semaine, ils grossissent plus que le mec qui va 5 fois. Mais on va dire que sauf exception, la C'est plupart la des gens, génétique. voilà, 3 fois par semaine de la muscu, votre cœur, vous faites une écho, vous regardez sa morpho, elle est normale de chez normal. Il n'y a pas un pet d'hypertrophie. Donc déjà, voilà, il faut redescendre un petit peu dans le cœur d'athlète parce que je l'entends trop souvent. Ça, Un ouais, j'ai cœur un comme cœur ça. d'athlète. Hein, les gars, le cœur d'athlète, c'est très rare. Ok. Donc, pour ce pratiquant-là, voilà, donc l'hypertrophie, son cœur, oui, sera pas hypertrophié. Pour les mecs qui font vraiment de la muscu depuis longtemps, charge lourde, etc., et encore, c'est même pas la plupart, hein, la plupart du temps, même en écho, le cœur, il est limite, il est adapté, en fait, il est adapté au gabarit, il y a ça aussi, c'est-à-dire que forcément, bah, si tu fais 110 kg, que ce soit du gras du muscle, ton cœur sera un tout petit peu plus proportionnellement volumineux que si tu prends mamie, 1m50, ou 1m60 et 45 kg. C'est adapté à la surface corporelle, au volume, au gabarit. Tout à fait. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si un bodybuilder ne fait jamais de cardio et prend du volume, de la masse, grossit beaucoup? Bah, la réponse, elle est évidente. Si vraiment il ne fait aucun cardio et qu'il n'a même pas on va dire, de prédisposition, parce que pareil, dans tout ce que je dis, tu as toujours des exceptions. Des mecs qui, avant d'avoir fait de la muscu, avant de devenir bodybuilder, tu prends Philippe, Des ou les basketteurs, je builders, crois. Hein. c'était des athlètes de basket à haut niveau. Donc les mecs de base, ils partent déjà avec une bonne génétique cardio. Deuxièmement, avec de l'entraînement cardio, donc c'est pas la mémoire musculaire, mais tu vois, donc eux seront peut-être exempts de ce problème. Mais si tu prends un mec qui démarre, il est totalement normal, il fait que de la muscu, il s'hypertrophie, il prend du muscle, il arrive à 120 kg et il a jamais fait un peu de cardio, il va être très bon dans son sport. Est-ce que c'est dangereux? Et je vais répondre à cette question avant de revenir. Est-ce que c'est dangereux? En soi, non. Alors, enfin, non. Difficile de répondre parce que pour atteindre des gabarits hors normes, on va pas se mentir, il faut prendre des produits dopants, il faut faire des grosses Voilà. prises de masse sale, C'est pas etc. santé, hein. C'est ça. Donc en soi, je pourrais répondre et dire oui, c'est dangereux, mais en fait, c'est pas l'absence de cardio qui est dangereux, c'est simplement la façon dont tu as grossi à ce niveau-là, parce qu'on va fixer d'un point de vue un peu totalement arbitraire, hein. Mais admettons, tu fais 1m90, allez, exception de la nature, tu es musclé, tu pas trop gras. Si tu atteins 100 kg avec un taux de gras acceptable, genre 12-13%, et je pense qu'il y en a des mecs qui font à 12-13% 100 Bien sûr. kg. Ah, t'as une plus Voilà, 10, même. Ouais. je parle pas du écorché sur scène ou autre, où là, je pense que déjà, c'était à 90 kg, mais 90 bien sec, c'est déjà limite, mais avec un peu de gras, ça passe plus vite. Il y a des gens qui sont quand même forts de nature, donc on va dire que c'est déjà à la limite. Et en général, c'est malheureux, mais tu sais, ces gens-là, souvent, ils sont quand même aussi athlétiques. La génétique et la vie, je ne vais pas dire de gros mots sur ton podcast, mais La vie est la vie est injuste. un peu mal faite. C'est comme on dit, tu sais, il y a un truc qui dit les gens intelligents sont souvent plus beaux que les gens moches. C'est ça, hein, que les gens bêtes. Et tu as Ouais, envie ouais. de penser que c'est inverse, mais en En fait, gros, on a souvent, tout non. ou rien, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça. souvent, malheureusement, ça va ensemble. Les gens riches sont souvent plus beaux, bah, tu sais, pour plein de raisons. C'est des trucs un peu, t'es riche parce qu'on te fait plus confiance, parce qu'on va te payer un peu plus, parce que, mais Des c'est mal cercles fait, mais c'est comme ça. vertueux. Ouais. Donc c'est ça. Donc les forces de la nature sont aussi souvent quand même plus endurantes, parce que c'est con, hein, mais pour construire un physique naturellement, tu sais que les mecs qui ont plus de cardio, qui récupèrent mieux entre les séries et tout, ils vont avoir des entraînements plus faciles, ils vont pas être essoufflés entre leurs séries de squats et prendre comme toi 5 minutes pour récupérer. Donc voilà, mais c'est dur de répondre à ta question, mais voilà. Donc est-ce que c'est dangereux? En soi, non, ne pas faire de cardio, c'est pas dangereux. Tout dépend en fait de ta qualité de vie, et je vais répondre ensuite pourquoi je dis qualité de vie. Parce que quand tu pèses très lourd, tu as une grosse carrosserie. Et donc ton cœur, il est adapté, et même s'il est hypertrophié, attention, l'hypertrophie n'a aucun effet sur l'endurance cardiovasculaire et sur le débit cardiaque. C'est simplement une adaptation D'accord. pour résister, Ok. pour lutter contre la pression en fait. Donc tu peux être hypertrophié, ça ne va pas t'aider à courir plus longtemps, et ça n'a aucune adaptation sur ton débit cardiaque. C'est juste une adaptation pour éviter que le cœur en gros, ne se rompe et puisse tout simplement lutter contre la pression. Donc Ok. si tu pèses lourd, forcément, ton essoufflement, ta consommation d'oxygène, elle est adaptée à ton gabarit. Donc, du coup, si ton cœur n'est pas adapté, ton débit cardiaque, quand tu es lourd,
il doit être plus important. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de base, si on schématise, ton cœur va être un petit peu plus rapide pour maintenir un débit un peu plus important au repos parce que les besoins d'un corps beaucoup plus gros sont plus importants et tes seuils aérobie, etc., vont être beaucoup plus bas. Alors que tu prends un mec, au contraire, plus tu perds du poids. Tous les mecs qui font du marathon, ils sont les champions, l'élite, ils sont tous, tu vois, à 50 kilos, 55, c'est tous des. Bien Enfin, sûr. par rapport à leur taille, ils C'est sont cool. hyper fins, ils n'ont pas de gras, même la masse musculaire est presque absente parce qu'enfin, Ouais, ils sont atrophiés en fait. voilà, Ouais. leurs muscles sont hyper efficaces pour courir longtemps, hyper économes, hyper tout ce que tu veux, mais il n'y a pas de volume parce que l'hypertrophie, c'est contraire au but de l'endurance. C'est hypertrophier, c'est du muscle inutile. Et Ce oui, qu'on je le dis, disait, c'est pas du muscle fonctionnel, et ça vient de là, le muscle fonctionnel. C'est pas le du muscle fameux. fort, c'est pas du muscle. Voilà, c'est. Ouais, Donc, du absolument. coup, tout le poids corporel que tu as va être justement un handicap pour l'endurance et va te demander plus de débit cardiaque, si on schématise. Donc, du coup, ça veut dire que oui, si tu es un bodybuilder de 100, 110, 120 kilos, que tu n'as pas de cardio, ou en tout cas que tu l'as jamais entraîné, bah, comme tu es plus lourd, bah, forcément, en fait, tu vas t'essouffler plus vite parce que ta consommation en pourcentage de poids corporel et la consommation d'oxygène, il faut toujours la rapporter au poids corporel. Parce que c'est l'image du moteur de voiture. Tu prends le moteur d'une Smart, tu le mets dans une Smart, la Smart, elle avance. Tu le mets dans un 4x4 de 3 tonnes, un gros 4x4, je sais pas quoi, Porsche, Jeep ou ce que tu veux, déjà, là, va avancer beaucoup moins. Et tu le mets dans un camion de 10 ou même de 38 tonnes, même pas ça démarre. Donc, Bien tu sûr. vois, il y a le moteur, il y a aussi la carrosserie. Donc, une des façons d'augmenter son efficience, son endurance, c'est de réduire la carrosserie, de s'alléger. Même tu le vois sur les avions, hein, le poids, le kérosène, c'est tout compte. Ouais, Il n'y a pas ouais, de petits bénéfices. Tu perds déjà 1 kilo, tu gagnes presque 1% de. Donc, du coup, bah oui, tu vas être essoufflé. C'est pour ça que tu vois des bodybuilders essoufflés à un étage, tu vois, ils montent, ils marchent, ils se mettent. Bah oui, parce que si tu n'as jamais fait de cardio et que tes seuils ils sont pas bons, bah oui, tu as beaucoup de poids pour un cœur qui est pas capable. Enfin, il n'est pas capable. Il est normal ton cœur, il n'y a pas de problème en particulier, mais il n'a pas il été n'est pas adapté. adapté en fait. Ouais, Voilà. Donc, du coup, bien sûr. bah, tu vas être essoufflé beaucoup plus vite. Tu peux même parfois, on les voit essoufflés au repos. Tu prends plus de récup entre les séries. Donc, est-ce que c'est mauvais? Bah, je vais te dire, si tu as atteint ce gabarit, non, c'est que pour ton sport, la muscu, le posing, tout ce que tu veux, c'est pas mauvais. Tu es bon dans ce que tu fais. Mais c'est sûr que pour ta qualité de vie, bah oui, c'est un peu délétère, mais encore une fois, tout est question d'objectif. Maintenant, Exactement. dans Ouais. une optique raisonnable, c'est vrai que je pense que c'est quand même important de faire un peu de cardio. Moi, je l'ai vu, j'en faisais pas. J'ai vu la différence d'en faire. Tu es quand même beaucoup plus. Tu récupères mieux. D'un point de vue sportif, tu récupères mieux entre tes séries, tu es plus endurant, tu te sens mieux de façon générale et même dans la vie Exactement. quotidienne. Non, mais c'est con, mais de monter des étages, de marcher plus vite, de plus reprendre Bien ton sûr. souffle, d'avoir le cœur qui ralentit un peu. Je trouve que c'est quand même un gros confort. Pourquoi je faisais pas de Bah, cardio? Parce que bah, le temps, à un moment, tu as, voilà, un temps limité, donc oui, récup, etc. Pas forcément l'envie, mais je peux quand même que encourager les gens à faire du cardio. Et du coup, depuis de faire de la cardio du sport, de faire des tests d'effort, de voir des vrais sportifs, tu te dis, bon, faut aussi, c'est pas mal aussi d'être un peu polyvalent. Mais je le absolument. redis, tout dépend quand même de tes objectifs. C'est sûr que le mec qui me dit, moi, je fais la force athlétique et rien d'autre, bah, Ne pas se disperser. le cardio a une place moins importante. Mais même encore que, hein, tu vois, le powerlifting, la force athlétique, les mecs enchaînent les 1 RM, 1 minute, 2 minutes de repos entre des fois les essais, bah forcément, si le mec il a toujours pas repris son souffle, cette deuxième rep, elle va être plus Bien difficile. Donc, sûr. et c'est toujours le compromis entre le temps que tu passes à améliorer ce paramètre, qu'est-ce que ça te fait gagner. Donc voilà. Mais de toute façon, à très haut niveau, il y a quand même des athlètes de force, des haltéros qui font du cardio, tu vois, à l'INSEP, etc. Ils sont obligés, c'est dans Ouais, leur protocole, c'est bien parce sûr. qu'ils savent qu'il y a quand même des bénéfices. Alors, bien sûr, comme tu l'as très bien dit, ils vont pondérer le truc et faire 90% d'haltéro et peut-être même pas 10% de cardio, mais bref, pour donner un peu l'idée. Et c'est vrai qu'au final, la muscu, c'est un peu antifonctionnel, tu vois. C'est-à-dire que bah, Mais oui, non, non, mais oui. si on fait que de la muscu, déjà, on va être fatigué de ces séances. Si il y avait un truc aussi où on disait on se brosse les dents, on va avoir les épaules qui congestionnent, tu vois, c'est un peu abusé, mais ça donne un peu l'idée. Et justement, ouais, on vous encourage à faire du cardio, c'est très important. Je m'y suis mis il n'y a pas très longtemps non plus. Du moins, j'en faisais beaucoup, tu vois, j'étais coach sportif en salle, je faisais 2 heures 30 de cardio par semaine, tu vois. Et donc là, même un peu plus. Donc là, j'ai réduit un petit peu, mais en tout cas, je continue d'en faire et j'en fais un peu différemment, mais je m'y suis mis dans mes séances. Et c'est vrai qu'il y a des bénéfices, donc
Donc, faites du cardio. C'est le mot de la fin, je pense. Ouais, voilà. Si vous en avez pour votre qualité de vie, faites du cardio, clairement. Exactement. Voilà. Écoute, le mot de la fin, tu vas le mettre sur YouTube, le podcast? Ce sera sur YouTube, sur la chaîne directement, dans la petite rubrique podcast. Là, j'ai vu qu'il y avait une playlist spéciale. Donc, alors, ce sera dedans. Oubliez pas, mettez des pouces bleus. Exactement. Abonnez-vous à la chaîne de Scan Training. C'est important pour le référencement, plaisir. pour soutenir la chaîne, pour la C'est qualité. parfait. Parce que je vais quand même te remercier parce que l'interview était très carrée. Ça fait plaisir d'avoir une liste de questions. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, je trouve. On va dans l'ordre et ouais. Ouais, non, mais c'est pas forcément l'ordre, mais c'est bien poser des questions pertinentes, parce que des fois ça part dans tous les sens, il y a rien qui est préparé. Mais non, pour le coup, j'ai apprécié les questions carrées. Voilà. Et pour ceux que ça intéresse, du coup, sans faire de la pub, mais du coup, ouais, rapprochez-vous de cardiologues du sport. Bien sûr. Si vous êtes des sportifs intensifs, alors tout dépend de l'âge et tout ça, mais c'est quand même important déjà d'avoir un suivi, passé 40 ans, si vous faites 7, 8 heures de sport par semaine, et on y arrive quand même assez vite, même sans être un pro, enfin, c'est vite dit, mais n'hésitez pas et faites des bilans de temps en temps, c'est quand même important. Et pour tous ceux que ça intéresse, les seuils aérobie, anaérobie ou autre, rapprochez-vous aussi d'un cardio du sport qui fait épreuve d'effort avec VO2 max, on n'en a pas parlé du coup, mais c'est les mesures de la consommation d'oxygène pour déterminer vos seuils. Et voilà. Et donc, sachez que j'en fais, sans faire de pub, mais ceux que ça intéresse peuvent me contacter. Voilà, c'est là. Super. Et moi puis, aussi, attends, je vais aussi faire ma pub, bien sûr. C'est ce que j'allais faire, Doc. C'est ce que... Exactement. Donc, rejoignez le doc sur ses réseaux. Donc, bien sûr, je mettrai tout en description. Vous avez juste à cliquer. Abonnez-vous à sa chaîne, abonnez-vous à son compte Insta. Et c'est vraiment super intéressant. Il y a plein de petites infographies. Il explique justement des sujets sur YouTube. Justement, c'est souvent des cas pratiques. Donc, sur Bumstead, c'est des choses super intéressantes et qui, comme dans ce podcast, en tout cas, on l'espère, vous permettent d'en savoir un peu plus. Et on sait que ça sert à ça aussi, les réseaux, ça sert à pouvoir avoir accès à des personnes, on va dire, avec lesquelles on n'aurait pas forcément de contact dans la vraie vie. Et donc, ça a été super intéressant. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cette vulgarisation de haut niveau, je pense qu'on peut le dire. Et puis, merci à tous ceux qui ont regardé jusque-là. Exactement. Mettez un cœur dans les commentaires, c'est important. Exactement. Et puis, si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires aussi. Nous, on se dit à très vite. Le doc, merci encore et à très vite. Et bonne journée à toi. Salut.